Imaginez, vous êtes un mangaka, pendant des années vous publiez votre série chaque semaine dans le magazine le plus compétitif du Japon, le Weekly Shonen Jump. Et ça marche. Votre manga dépasse les 20, 30, parfois même les 100 millions d'exemplaires. Vous avez droit à votre animé, vos films, vos jeux vidéo, vos produits dérivés, bref, ça cartonne. Après 5, 10 ou 15 ans de publication, votre manga se termine. Mais pas votre carrière. Mais maintenant, il va falloir recommencer, avec une nouvelle œuvre, un nouveau héros, un nouvel univers, un nouveau chapitre 1. Sauf que cette fois, votre nom est connu, les lecteurs vous attendent et votre nouvelle série est présentée comme le grand retour du créateur de l'un des plus gros mangas de sa génération. Le premier chapitre sort, puis le second. Les semaines passent. Quelques mois plus tard, votre manga est annulé parce que ça bite sa race. C'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs auteurs extrêmement connus du Weekly Shonen Jump. Alors, comment des auteurs capables de créer certains des plus gros succès du magazine peuvent-ils se planter aussi violemment juste après ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en prenant plusieurs exemples plus ou moins récents de mangaka qui ont connu un énorme flop juste après un énorme succès. Oui. Mais avant de parler de tout ça, c'est l'heure de l'instant passion. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu JoJo Bizarre Adventure Golden Spirit qui est dès maintenant disponible sur iOS et Android. Et si vous êtes fan de JoJo, le concept est plutôt cool. C'est le premier RPG mobile JoJo à sortir mondialement et il permet de réunir dans une même équipe les personnages emblématiques des parties 1 à 6. Donc forcément, vous pouvez vous faire des équipes complètement improbables avec vos JoJo et vos antagonistes préférés, puis les améliorer en faisant progresser leurs compétences et leur équipement. Les combats mettent évidemment les stands au premier plan avec des attaques très cinématiques, mais le jeu ne se limite pas à ça. Vous avez plusieurs modes, de la construction d'équipe, des défis en coopération, un système de guildes, des amis et différentes interactions multijoueurs. Et visuellement, ils ont vraiment cherché à conserver l'authenticité, l'identité de l'animé. On a les poses iconiques totalement ubuesques, on a les relations entre les personnages, on a les scènes cultes retravaillées, on a du JoJo quoi, stylé. Et surtout, pour le lancement, il y a plusieurs événements et récompenses limitées, notamment une invocation spéciale SSR de Jotaro Kujo, ainsi qu'un événement retraçant son aventure dans Stardust Crusaders. Vous pouvez également récupérer différentes récompenses simplement en vous connectant et en participant aux événements de lancement. Donc si vous voulez créer votre équipe de JoJo ultime, JoJo Bizarre Adventure Golden Spirit est disponible dès maintenant et gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Vous trouverez le lien de téléchargement en haut dans la description et dans le commentaire épinglé. Encore une fois, merci à JoJo Bizarre Adventure Golden Spirit d'avoir sponsorisé cette vidéo. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de 5 mangaka qui ont connu un énorme flop juste après avoir connu un énorme succès. On va analyser ces échecs, essayer de comprendre pourquoi ça a foiré. C'est parti mon kiki, je suis sûr que tu vas découvrir des mangas en plus. Oui. Après Kuroko's Basket, nous avons eu Robo X Laser Beam. On ne présente plus Kuroko's Basket de Tadashi Fujimaki, c'est le manga de basket. Ça doit être un des 3 mangas de basket les plus connus. Il y a Slam Dunk, il y a Real, les deux c'est le même auteur d'ailleurs, et après il y a Kuroko's Basket. Dans mon livre, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne connais pas, mais voilà, Kuroko's Basket, c'est un peu le manga de sport du milieu des années 2000-2010, je crois que ça a commencé en 2008, ça s'arrête en 2014, je crois qu'on est à un truc genre 275 chapitres, 30 tomes, 30 millions d'exemplaires en circulation, un animé qui a explosé la popularité du manga, bref, un manga très connu. Alors Kuroko's Basket, je vais quand même vite fait dire pourquoi c'était sympa Kuroko's Basket, parce que ça proposait une vision différente du basket, avec un duo de personnages assez intéressant, Kuroko, donc le héros, qui était un basketteur d'1m75, un truc comme ça, 1m70, 1m60, je sais plus, mais qui était très petit et qui est donc incapable de dunker, ce qui est un gros handicap quand tu veux être un gros joueur de basket. Et donc il a développé tout un tas de techniques de passe, de feinte, de déplacement pour compenser sa petite taille et faire de lui un joueur essentiel à la réussite d'une équipe. Et il sert le joueur Kagami qui lui, à l'inverse, est très grand, très musclé, très véloce et qui peut faire des dunks de malade mental. Voilà, donc les deux, il y avait une certaine
rivalité, complémentarité qui était assez cool, et puis c'était assez prenant. Moi, Kuroko's Basket, j'ai lu toute la série d'un coup. Franchement, j'ai kiffé ma race. En plus, c'était un peu un manga à gonzesses. Les gonzesses, elles adoraient faire des chips entre les personnages. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme Blue Lock aujourd'hui. C'est un petit peu le même délire. Voilà. Donc une fois qu'on a vu le palmarès de Kuroko's Basket, une chose devient évidente. Le Fujimaki a, sans doute, un talent pour les histoires autour du sport. Et il a fait la même réflexion, il s'est dit, le gars, bon bah j'ai fini Kuroko's Basket, je vais rester dans le domaine du sport. Sauf qu'il s'est dit qu'il allait changer de sport. Et cette fois-ci, il s'est dit, je vais faire un manga sur le golf. Ouais, et ça a donné Robo X Laser Beam qui est sorti en 2017. Le personnage principal s'appelle Roboto Hatohara, surnommé Robo. C'est un lycéen assez froid et extrêmement rigide, parce qu'il s'appelle Robo. Il possède surtout une capacité particulière, il est capable de reproduire ses mouvements avec une précision presque mécanique. Il découvre alors le golf, et cette capacité devient évidemment extrêmement utile. Ses frappes sont tellement droites et précises qu'elles ressemblent à des rayons laser, d'où le nom Robo X Laser Beam. Voilà, ça c'est pour le truc de base, et évidemment, comme pour Kuroko's Basket, il va se rencontrer un rival slash ami qui est un peu comme lui, sauf que ils sont un peu pareils mais un peu diamétralement opposés. C'est-à-dire que le robot, c'est un personnage qui porte bien son nom, c'est un robot. C'est-à-dire qu'il fait les choses mécaniquement, il a aucune émotion, il n'a pas du tout de passion pour le golf a priori, ni pour tout ce qu'il fait, c'est juste qu'il est très bon dedans, donc vas-y, je suis bon, vas-y, je vais jouer. Et à l'opposé, il y a un autre mec, j'ai oublié son nom mais on s'en fout, qui est très obsédé dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que le gars, avant, il faisait du kendo. Il était super fort dans le kendo parce qu'il était obsédé par le kendo. Il était vraiment à fond dedans. Il se donnait à fond dans tout ce qu'il faisait. Il a découvert le golf. Il a fait, c'est incroyable, ce sport, il est trop fun. Mais il le fait ultra sérieusement. Donc il y a un mec, il est passionné dedans, mais une passion vraiment presque froide. C'est-à-dire qu'il est là, c'est ma passion. Il n'est pas excité par rapport à ça, mais il est vraiment dans une passion, d'une obsession. Et lui, il s'en bat les couilles. C'est ça, l'opposition entre les deux. Et il se trouve que ça a un petit peu bidé, oui, ça n'a pas eu le même succès que Kuroko's Basket. La série Robo X Laser Beam a commencé sa pré-publication en mars 2017 et a s'arrêté en juin 2018 pour un total de 62 chapitres, soit environ 7 tomes publiés. Donc beaucoup moins que Kuroko's Basket. Et pourquoi ça n'a pas autant marché? Pourquoi même ça a bidé? Parce que là, c'est pas une question que ça a moins marché. Des fois, il y a des artistes qui font d'autres séries qui marchent moins, mais qui marchent quand même. Là, on peut parler d'un échec. Quand même. Déjà, pourquoi? Parce que c'est du golf. Respect sur le golf. Attention, je suis pas en train de mépriser ce sport. Mais c'est pas le sport le plus shonénique de l'univers. Voilà, j'ai lu le premier tome de ce manga. Je suis désolé, je me suis fait chier, j'en ai rien à péter du golf. Voilà. Le basket, il y a une certaine physicalité, si tu veux. Le basket, il faut courir, il faut faire des dunks, ça se pousse. Il y a des moments où tu peux rentrer dans la zone, tu vois, comme dans Kuroko's Basket. Il y a un dépassement de soi. Le golf, c'est de la maîtrise et de la concentration, en fait. Donc, faire un esprit shonen avec un mec, je dois me concentrer pour bien tirer droit, parce que je vais faire un dessin avec la petite boule. C'est chiant. Je veux dire, c'est des gros moments de concentration, le mec il tire, et puis t'as un dessin d'une petite boule là qui tombe dans un trou. On se fait chier, fais des météorites qui tombent dans des trous, fais quelque chose. Voilà, je suis désolé, c'était chiant. Le personnage principal, il est chiant, c'est un robot, c'est Monsieur Spock ou Data dans Star Trek, mais sans le côté un peu comique. Voilà, c'est nul. Les deux personnages, c'est des gros mecs méga concentrés, beaucoup moins de fun, moins d'humour, et puis surtout, le golf c'est pas sexy, voilà, je le dis, le golf c'est pas sexy. Tu veux faire un animé ou un manga sur le golf, mets au moins des waifus à gros nibards qui gloussent comme des connasses, qu'il se passe quelque chose, parce que le golf, c'est pas fun à regarder, c'est pas fun le golf. Tu peux pas faire l'esprit shonen avec du golf. Voilà, c'est un sport individuel en plus. Qu'est-ce que tu veux faire avec du golf? On s'emmerde. Voilà, t'as essayé de shoneniser le golf, je suis désolé, alors peut-être qu'il y a des exemples qui ont réussi. Mais forcément, c'est beaucoup moins fédérateur qu'un sport collectif comme le basket. Voilà, c'est beaucoup trop niche le golf. Après, on aurait pu en faire quelque chose de génial, hein. Peut-être en étant justement moins réaliste, en étant vas-y, on va tirer des rayons laser pour de vrai, on va faire des explosions, des machins. Mais là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment présenter le golf de manière très réaliste. On se fait un peu chier, je comprends que ça ne marche pas. Voilà, c'est dommage, mais j'ai envie de dire mérité, voilà, oui. Après Rurouni Kenshin, il y a eu Gunblaze West. Pareil, on présente plus vraiment Kenshin le Vagabond, Rurouni Kenshin, voilà, c'est le manga de samouraï de fin années 90, début des années 2000, voilà, c'est le dernier gros manga de samouraï, me semble-t-il, hein.
Je n'ai pas de mémoire qu'il y en ait eu d'autres d'aussi gros depuis. Mais voilà, donc, par le mangaka, hélas controversé, enfin pas hélas, évidemment il mérite sa controverse, Nobuhiro Watsuki, hein, on va pas revenir là-dessus, renseignez-vous, mais Kenshin le Vagabond, c'est un manga culte de samouraï, avec son style de dessin un peu comics, un peu dynamique, un peu stylé. Il y a eu des adaptations en film, d'ailleurs le manga continue d'une certaine manière encore aujourd'hui, il y a du contenu autour de Kenshin, c'est vraiment une œuvre culte. Oui. Et les chiffres sont plutôt impressionnants, hein. Ça a été publié de 1994 à 1999. C'est 255 chapitres, 28 tomes. C'est 78 millions d'exemplaires en circulation dans le monde. Donc c'est un succès vraiment énorme, massif. Voilà. Bon. Le manga Rurouni Kenshin s'arrête en 1999 et en 2001, Nobuhiro Watsuki fait son retour en grande pompe avec un nouveau projet, Gun Blaze West. Et cette fois-ci, au lieu de s'intéresser aux samouraïs de l'ère Meiji, je crois que c'est ça, de l'ère Meiji, donc du pays du soleil levant, il fait un 180 degrés pour se retrouver à l'ouest de la map, et pas n'importe quel ouest, le Far West américain avec des cowboys. On découvre le personnage principal, View Barnes, un jeune garçon qui rêve de devenir un grand pistolero. Il apprend l'existence d'un endroit appelé le Gun Blaze West, un lieu légendaire où se réuniraient certains des meilleurs combattants du Far West, que ce soit des cowboys ou des pistoleros ou tout ce que tu veux. C'est une espèce de terre utopique avec où tu peux réaliser tes rêves et tout ce que tu veux, et que très peu de cowboys ou pistoleros peuvent trouver. Dont son objectif devient donc de voyager vers l'ouest pour trouver cet endroit et réaliser ses rêves. Et donc j'ai lu le premier tome de Gun Blaze West dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'alors. Et le problème, c'est que je comprends pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'en fait, Nobuhiro Watsuki a essayé de faire un One Piece au Far West. Voilà, le début, il y a une espèce de prologue assez long, c'est exactement dans la structure, le prologue Shanks Luffy, le héros c'est un Luffy avec un flingue et sans pouvoir magique. Voilà, même dans le style de dessin, c'est très différent de ce qu'on avait dans Kenshin. C'est vraiment plus shonen, plus cartoonesque. Et l'histoire est pas si folle, quoi. C'est un mec qui veut devenir... C'est pas le roi des cowboys, mais c'est à peu près ça. Voilà. Et force est de constater que l'univers, il est pas très attractif. C'est le Far West, mais le Far West un peu plan-plan, un peu chiant, avec des cowboys, des shérifs, des mecs qui ont des flingues, qui les utilisent de manière pas réaliste, certes, mais ça manque un peu de... Ça manque de grandiose, ça manque de what the fuck, ça manque de quelque chose. Même dans le design des personnages, c'est pas si fou. C'est vraiment plan-plan. En vrai, j'ai lu le premier tome, j'ai pas décollé une seule fois. Et franchement, dans la structure, c'est vraiment One Piece. C'est-à-dire qu'il arrive, son premier compagnon, c'est un mec qui n'utilise pas de pistolet, il utilise des lassos. Il utilise combien de lassos? 3 lassos. Voilà. Vous me prenez un peu pour un con. Il y a un côté chasse au trésor aussi, hein, c'est-à-dire que lui, il a une espèce de morceau de carte pour indiquer où se trouve le Gun Blaze West, et son collègue aussi, donc ils doivent trouver les morceaux de cartes, puis après se rendre là-bas. Voilà. Je comprends que ça n'a pas marché, parce qu'on est dans un registre totalement différent de ce qu'on pouvait avoir avec Kenshin, parce que Kenshin le Vagabond, c'est plutôt quand même un anti-héros, c'est très badass, c'est très sombre, c'est un peu comme si tu faisais un manga sur Itachi en fait, c'est un peu le même délire. Voilà. Là, c'est plus de l'humour, c'est plus de la gaudriole, il y a un peu de tragique et d'action évidemment, mais ça reste pas fou. Voilà, déjà l'univers est pas fifou de fou, tu vois. Et globalement, je pense que le gros problème, c'est que les flingues, c'est moins cool que les katanas, voilà, je sais que c'est con de dire ça, mais tu me dis un manga de samouraï, avec des samouraïs qui sautent de tour en tour à l'ère Meiji, qui se balancent des doubles dragons en faisant des coups de katana, je dis oui. Tu mets la même chose avec des cowboys, je me fais chier, bah voilà, c'est des cowboys, quoi, ils ont des flingues. Y a moins la prouesse physique, y a moins le côté on se bat jusqu'au sang, c'est on se tire dessus. Ah, y a un truc qui fait pas shonen. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quasiment jamais de flingues dans les shonen. En vrai. Cite-moi des grands shonen avec des flingues. À part City Hunter, y a quoi? Mais voilà, ça marche pas, je suis désolé. Oui. Et donc, la série a été arrêtée après seulement 28 chapitres. Voilà. Là, tu te prends un beat pareil dans les dents, je pense que ça fait mal à l'ego. Hein. Tu viens de faire Rurouni Kenshin, t'as ressuscité en quelque sorte le manga de samouraï, tu l'as modernisé, t'es acclamé partout,
tu ressors derrière, tu fais un beat direct. Franchement, le Weekly Shonen Jump, le public, il est sans pitié. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Surtout qu'à la même époque, il y avait One Piece et Naruto et il y avait Bleach déjà dedans. Tu vois, t'arrives avec ton petit truc, t'essayes de faire un espèce de One Piece américain. Ça fonctionne pas, c'est normal, hein, voilà. Donc, je ne suis pas étonné, après avoir découvert ce que c'était Gun Blaze West, que ça n'ait pas marché. Parce que c'était pas bien. Voilà. Après Food Wars, il y a eu Tenmaku Cinema. Food Wars est un manga scénarisé par Yuto Tsukuda et Shun Saeki au dessin, paru en 2012. Très connu, surtout grâce à sa version animée, pour mélanger les codes du shonen de combat avec le monde de la cuisine, de la restauration, et avec une bonne dose de fanservice, hein. Tout le monde a vu les mêmes à l'époque, avec une meuf qui goûte une soupe ou un poulet ou peu importe, et puis c'est tellement bon qu'elle se retrouve à poil à avoir des orgasmes et tout. Voilà, c'est le délire Food Wars. Alors c'est un manga que j'ai pas lu, j'ai vu un petit peu l'animé pour des raisons professionnelles évidemment, n'est-ce pas? Mais je connais pas plus que ça, mais je sais pourquoi ça a cartonné. Food Wars, c'est le décalage entre le monde de la cuisine et le fanservice et les codes un peu du shonen de combat. Voilà, et je pense que ça doit être le dernier, pareil, gros succès du manga de cuisine. Je veux dire, je vois pas d'autres gros succès qui ont pris cette approche-là sur le manga de cuisine, parce que c'est un genre le manga de cuisine, hein. Il y en a plein des mangas de cuisine, mais un qui a frappé de manière aussi globale à son époque, j'en connais pas d'autres. Alors, si t'en connais, tu me dis. Il y a peut-être les Gouttes de Dieu, mais les Gouttes de Dieu, c'est sur l'œnologie. C'est un autre délire encore, oui. Food Wars, ça a été publié jusqu'en 2019, donc 7 ans de publication quand même, c'est pas rien. C'est 315 chapitres, 36 tomes, un animé mondialement reconnu de 5 saisons, donc énorme carton sa race, hein, Food Wars, attention. Et 5 ans plus tard, en 2023, le duo Tsukuda-Saeki se reforme et nous propose leur nouveau manga annoncé en grande pompe, Tenmaku Cinema, qui parle de cinéma, du coup. On y découvre le héros Shinji Hajime, qui est un adolescent passionné par les films et qui rencontre un jour, dans un cinéma, un fantôme, celui de Tenmaku Takehiko. Tenmaku était un jeune scénariste mort avant d'avoir pu voir ses projets adaptés au cinéma. Et il utilise donc le fait d'hanter le héros pour le pousser à réaliser un de ses scénarios. Voilà, ça c'est le point de départ, hein. Ils ont rajouté un petit peu de fantastique là-dedans, et puis après en fait il se trouve qu'il y a une meuf de son lycée qui est une actrice professionnelle qui est en train de péter, et du coup lui fait lire le scénario que le fantôme a écrit, et la meuf a fait « Waouh, je veux ce rôle », et du coup il se rencontrent entre potes au lycée pour faire un film avec leurs petits moyens. Donc en fait c'est ça l'histoire du manga, c'est une bande de potes qui décide par passion pour le cinéma et accompagné par le fantôme, hein, qu'il n'y a que le héros qui peut voir. Donc c'est plutôt plaisant à lire en réalité, c'est pareil, j'ai lu le premier tome pour vérifier un peu ce que c'était. C'est plutôt plaisant à lire, c'est un bon manga en vrai sur la création en général. Voilà, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est bien dommage en vrai. Et oui, c'est sorti en avril 2023 et ça s'est terminé en septembre 2023 avec 21 chapitres pour un total de 3 tomes. Donc c'est vraiment un petit tour et puis s'en va, le truc n'a pas convaincu du tout. Et franchement c'est dommage parce que le manga est vraiment pas mal. Déjà le dessin est très stylé et on est vraiment sur autre chose, c'est pas la même formule que Food Wars appliquée à un autre domaine en réalité. Ça n'a rien à voir. Là on est vraiment sur une espèce de comédie romantique, tranche de vie adolescente avec un petit fond de fantastique pour nous parler de la création, de la passion pour les films. Voilà, je pense que le but, c'était de faire une longue série et puis qu'à la fin, les personnages faisaient des vrais films au cinéma. Là, c'était un film un peu étudiant, lycéen. Il y a une bonne ambiance, les dessins sont cool, il n'y a pas le délire de fanservice excessif comme on pouvait avoir dans Food Wars. Franchement, il y avait un beau potentiel. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que, en fait, le cinéma, ça rend pas bien en BD en fait, c'est terrible à dire. Il y a sûrement des gens qui peuvent le faire bien, hein, j'imagine, mais ça doit être très très difficile. Autant tu fais Bakuman, qui est un manga sur le manga. Il y a un côté méta qui fait que c'est une grammaire qui se retranscrit très bien en manga, si tu veux, c'est logique. Tu peux faire un film sur comment on fait des films, ça va marcher. Il y a le truc là, n'oubliez pas de rembobiner, là, c'est un film de tard à l'époque avec Jack Black. Bah c'est ça, c'était super cool. Enfin, quand tu vois des gens faire des films comme ça, un film dans le film, c'est cool. Mais faire un film dans la BD, même s'il y a le côté passion, il y a le côté technique qui est bien retranscrit, je trouve que la magie opère pas et que du coup, si t'es pas toi-même passionné par le cinéma, ça va pas te passionner et surtout,
Même, le cinéma, en fait, c'est une musique, c'est du mouvement, c'est une mise en scène particulière qui fait que le retranscrire, cette sensation en BD, c'est assez compliqué. Surtout en essayant d'être un peu réaliste. Parce que autant Food Wars, ça représentait un peu le plaisir de manger en le mélangeant un peu au plaisir érotique, on va dire. On peut faire le lien, déjà il y a un petit décalage rigolo, mais on peut comprendre le bordel. Mais quand c'est de retranscrire ça avec la sensation de voir un film, de ressentir les émotions d'un film, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus abstrait que la bouffe elle est bonne. Donc je trouve que ça fonctionne pas de parler de cinéma. En tout cas dans ce manga, je trouve que ça fonctionne pas de parler de cinéma, de la sensation de créer du cinéma, de voir du cinéma dans ce manga. Je trouve que ça fonctionne pas et que c'est pour ça peut-être que les gens n'ont pas spécialement accroché. Et puis surtout, même s'il y avait un petit élément de fantastique avec le fantôme, et ben à part ça, c'était quand même très terre à terre. Du coup, bah t'as le temps de je peux comprendre qu'il y en a qui se soient un peu fait chier. Ça aurait jamais dû être dans le Shonen Jump, tu vois. Peut-être dans un autre magazine, ça aurait marché. Dans le Shonen Jump, non. Et c'est dommage, parce que pour le coup, c'était vraiment un bon manga, je trouve. Après Toriko, il y a eu Build King. C'est le manga de Mitsutoshi Shimabukuro, un auteur avec quelques casseroles au cul, renseignez-vous, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Toriko, ça a été pendant un temps, même si ça a été un peu oublié aujourd'hui, un des grands mangas du Jump. Je veux dire, le truc a été publié pendant de 2008 à 2016, donc 8 ans de publication, 396 chapitres, 43 tomes. Bon, l'animé est un peu bidé, parce qu'ils ont voulu faire ça un genre de Pokémon, mais l'animé est pourri. Mais quand même, il y a même eu un crossover avec One Piece et Dragon Ball. Dragon Ball Z, attention, en animé. Ça avait fait du bruit à l'époque, donc c'est que le truc, il comptait vraiment dessus, le Jump, à un moment donné. Oui. Le concept de Toriko, c'est quoi ? J'ai fait un menu manga dessus à l'époque, allez le voir à l'occasion. Le Toriko, en fait, c'est un shonen de bagarre où tout le monde, l'univers, le système de pouvoir, la hiérarchie, le bestiaire, tout est tourné autour de la bouffe. Voilà, Toriko, c'est un hunter gourmet en fait, d'Hunter x Hunter, et d'ailleurs l'auteur a clairement assumé d'avoir plagié le concept de hunter gourmet, c'est-à-dire que Toriko, c'est un gourmet hunter qui va chercher des mets délicieux, un ingrédient, une épice, une viande, un fruit de mer, dans son monde de dingue là, et qui essaye de faire le plat ultime, son plat parfait. Voilà, parce que toute l'économie tourne autour de la bouffe, de la gastronomie, de la restauration, mais il y a aussi la technologie qui tourne autour de ça, le système de pouvoir, la hiérarchie de ce monde tourne autour de ça, il y a les gourmet hunters, et il y a les chefs. J'adore ce manga parce que c'est complètement débile, c'est la violence débridée d'Hokuto no Ken, les dégâts de Dragon Ball, mais tout ça avec de la bouffe. C'est-à-dire que le gars, avant de faire à la bagarre, il va manger une côte de bœuf, il va devenir surpuissant, il va dépenser des méga calories pour défoncer des gens. C'est absolument n'importe quoi, mais Toriko, c'est génial. Si le dessin est un petit peu désuet, un peu vieillot, mais ça fonctionne de fou, Toriko, lisez Toriko, c'est stylé, Toriko. Et donc, après quelques années en sommeil, le Shimabukuro, il a vu qu'il avait fait un univers autour de la bouffe, et il s'est dit, tiens, je vais faire un autre univers autour d'un autre élément du quotidien. Voilà, l'élément du quotidien, la bouffe, tout le monde mange, tout le monde chie, on va faire un truc autour de la bouffe. On va mélanger manga de cuisine, l'univers de la cuisine, de la bouffe, de la gastronomie, avec le shonen baston, ok très bien. Je vais faire la même chose maintenant, mais avec le monde de la construction. Voilà, avec la maçonnerie, la charpenterie, je sais pas comment on dit, la charpenterie, on dit ça, je sais pas comment on dit, je vais prendre des charpentiers, voilà. Je pense que le gars il s'est dit, les jeunes ils jouent beaucoup à Minecraft, ils aiment bien les Lego, je vais faire un truc sur la construction, ça va toncar. Avec le même principe que Toriko. C'est-à-dire que tout dans le monde tourne autour du bricolage et du fait de fabriquer des maisons. Voilà, c'est un délire. Dans cet univers, certains bâtiments possèdent des propriétés extraordinaires. Les meilleurs constructeurs sont des aventuriers capables de bâtir des structures complètement folles. On suit principalement Tonkaichi et Renga, deux jeunes constructeurs qui veulent devenir des Buildmasters. Tonkaichi possède une énorme force physique et utilise évidemment un gigantesque marteau pour combattre ses ennemis. Donc voilà, à 2-3 poils de cul près, c'est le même concept que Toriko. Voilà, sauf que transporté à un autre corps de métier. Là, c'est vraiment les métiers du bâtiment. Il y a des monstres maisons, il y a des monstres qui mangent des maisons. Quand ils bouffent, les mecs, ils bouffent pas juste des trucs, ils bouffent des clous au chocolat, des boulons champignons. T'as mangé ta soupe d'huile de vidange aujourd'hui? Oui, c'est super, c'est bon, oh là là. Voilà, c'est ce genre de délire. Tout est autour de
la construction. C'est-à-dire que dans Toriko, l'économie c'est autour. Eh, tu veux la viande machin spécial, c'est une viande au caramel qui pousse naturellement dans l'île de mon cul. Bah là c'est pas pareil, là c'est eh, j'ai un ciment en diamant, ça s'appelle du diamant, mais ENT à la fin. Voilà, quelqu'un en veut, et quelqu'un veut goûter mon bois, quelqu'un veut utiliser mon bois chewing-gum, c'est un bois que tu peux modeler comme du chewing-gum. Voilà, c'est le genre de délire. Et l'univers est farfelu et très imaginatif, mais sans déconner, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, tu vas voir le héros, il a un marteau. Tu vas avoir un autre héros qui a une scie. Tu vas avoir un autre héros, il a un tournevis. Il y a de l'idée, c'est très imaginatif, mais en vrai, comment c'est chiant. Le gars, il veut fabriquer la maison ultime. C'est pas très engageant. Alors, ce qu'il y avait de bien et de magique avec Toriko, en même temps, je suis un peu un gros sac, donc c'est... en tant que gros sac, tu lis Toriko, t'as faim. Tu vois, putain, ça a l'air trop bon, mais c'est des viandes, des trucs qui n'existent pas, qui goûtent nos Toriko, mais tu dis, putain, le gars, comment il se régale, ça a l'air trop bon, son putain de plat, là. J'adorerais goûter ce qu'il bouffe, ce bâtard. Et bah, quand tu lis Billy King, tu dis, bah, putain, j'adorerais trop construire une maison comme ça. Tu peux pas recréer la même sensation, parce que la bouffe, ça touche à quelque chose d'assez primaire. Alors que la construction, alors pourtant, on vit tous dans des bâtiments, dans des trucs en dur, machin, mais... Franchement, si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas. Ça répond à un besoin primaire d'avoir une maison, évidemment, mais c'est pas aussi primaire que la bouffe. Ça parle pas autant, c'est pas facile de générer de l'émotion avec des bâtiments. C'est possible, évidemment, mais l'esprit shonen à construire la meilleure maison, je suis désolé, la sauce prend pas. J'ai lu les tomes, ça marche pas. Et puis surtout, le chara-design du personnage, qu'est-ce que c'est que ça, sans déconner? Au moins Toriko il avait des biceps, il était un peu stylé, et là t'as essayé de faire une espèce de Goku là, avec un marteau qui s'allonge, très très laid, très très moche. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas que c'est bidé, hein. Parce que l'idée, c'est très imaginatif, mais c'est nul. Voilà, je le dis, voilà, oui. Et donc la série a été annulée au bout de 20 chapitres. Voilà, 20 chapitres dans le Shonen Jump, c'est-à-dire que t'as pas passé la période d'essai, hein. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment ça, les gens ont pas du tout kiffé, ça a pas du tout marché. On arrête, démerde-toi. Voilà. Donc c'est vraiment, t'as fait Toriko, t'as quand même, avec un concept de taré, t'as réussi à le mettre là, et juste après derrière, on dit, dégage clochard. Voilà, compliqué. Mais là, mérité, parce que là, le concept, je suis désolé, je vois l'idée, hein, mais ça pouvait pas marcher, c'est pas possible. Oui. Pas dans le Shonen Jump, encore une fois, t'aurais fait un vrai truc vraiment pour enfants, peut-être, c'est un truc de Bob le bricoleur avec un peu de bagarre, ça aurait pu être cool. Mais là, c'est pas ça, c'est n'importe quoi, là. Oui. Et enfin, après Naruto, il y a eu Samurai 8. Bon là, je te cache pas, c'est sans doute l'exemple le plus violent de la vidéo, hein, oui. Évidemment, on ne présente plus Masashi Kishimoto, et encore moins Naruto, hein, le manga phénomène, cultissimement culte, qui a été prépublié de 1999 à 2014, je crois, si je dis pas de bêtises. 15 années dans le Weekly Shonen Jump, c'est énorme. C'est 700 chapitres, 72 tomes, près de 250 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. C'est un monstre sacré du manga. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui s'assoient à la table de Naruto. Tout le monde connaît, même si tu t'intéresses pas au manga, tu sais c'est quoi Konoha, tu sais c'est quoi Naruto. Voilà, on est vraiment sur l'œuvre générationnelle par excellence. Oui. Un des mangas les plus populaires de tous les temps. Et quand tu termines un manga comme ça et que tu veux revenir avec un nouveau manga, forcément ton retour, c'est un retour événement. L'éditeur, il a le barreau quand tu arrives avec ton nouveau projet, laisse tomber la promotion de fou qu'il y allait avoir sur le prochain manga de Masashi Kishimoto. Ah bah et forcément, le gars a écrit Naruto, le prochain ça va forcément être un nouveau banger générationnel. Bah il a fait Samurai 8. Le premier chapitre est sorti en 2019, donc 5 ans après la fin de Naruto quand même. D'ailleurs le titre complet c'est Samurai 8 The Tale of Hashimaru. Voilà, scénarisé et storyboardé par Masashi Kishimoto et dessiné par Akira Okubo je crois. Akira Okubo qui était l'un de ses assistants sur Naruto, hein, tout comme le dessinateur de Boruto était un assistant aussi de Kishimoto sur Naruto à l'époque, hein, Ikemoto, oui. Et là, on quitte l'univers de Naruto qui mélange shinobi, légende, mystique, pour s'intéresser cette fois-ci à des samouraïs et à la science-fiction.
Le personnage principal, Hashimaru, est un enfant extrêmement fragile. Son corps est tellement faible qu'il doit rester connecté à une machine pour survivre. Mais Hashimaru rêve de devenir un samouraï. Après sa rencontre avec Daruma, il obtient un nouveau corps et devient une sorte de samouraï cybernétique. Il part ensuite dans une quête beaucoup plus grande, autour de l'univers, de la galaxie, de plusieurs planètes, afin de trouver plusieurs clés, permettant notamment d'ouvrir la fameuse boîte de Pandore. Voilà, donc on partait quand même sur un délire très différent, avec des cyborgs, des robots, des vaisseaux spatiaux, des trucs spatiaux, des gangs, des clans, des samouraïs, des princesses. Voilà, donc c'était vraiment un univers qui semblait très riche, très ambitieux, et peut-être même trop ambitieux, et c'est peut-être ça qui a sonné le glas de ce manga qui s'arrête après seulement quelques chapitres. La série s'arrête au bout de 43 chapitres. Je veux dire, Naruto c'était 700, là c'est 43 chapitres. Alors, c'est pas la série qui a été la plus rapidement annulée dans cette vidéo, mais quand même, le ratio est fou. 700 chapitres, 43 chapitres, 5 tomes, la série qui a été, dont la fin a été clairement, très clairement accélérée, de fou. Voilà. Alors pourquoi cet échec a été aussi retentissant de Samurai 8? Bah déjà parce que c'était Masashi Kishimoto et que tout le monde attendait la prochaine série en disant ce mec est un génie, il va forcément faire un giga banger. Et force est de constater que Samurai 8 n'était pas un mauvais manga, mais n'avait pas ce qu'il fallait pour avoir le même parcours que Naruto. De toute façon, je pense que faire le même parcours que Naruto, c'est compliqué, mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Je pense que Masashi Kishimoto et ses éditeurs ont un peu trop pris la confiance en se disant c'est Masashi Kishimoto, ça va marcher. Le problème de Samurai 8, c'est le concept. Le concept, moi j'ai lu les 5 tomes de Samurai 8. Je ne suis toujours pas capable de t'expliquer clairement c'est quoi un samouraï. Voilà, c'est un cyborg, c'est un robot, c'est un esprit, c'est quoi? Pourquoi il faut qu'il y ait une princesse? La princesse, ça sert à quoi? Elle booste le samouraï? Voilà, le concept des samouraïs est hyper compliqué, parce qu'en plus avec ça, tu rajoutes un peu un lexique un peu hard-tech. Voilà, un lexique un peu cyberpunk. Il y a du hardware, du machin, ouais, mais il y a un moteur, il y a une connexion bidule chouette, mais il y a aussi l'âme du samouraï qui se libère. Voilà, il y a un mélange entre... il y a un mélange de métaphysique, un peu genre qu'on peut avoir avec le chakra, tout ça, avec le côté cybernétique hyper avancé. C'est un truc, un délire qu'on peut voir normalement dans Gun Last Order, t'as ce genre de délire, si tu veux. Et là, t'avais ça dans un shonen, avec des thématiques propres au shonen, hein. Encore une fois, thématiquement, c'était assez proche de Naruto en termes de thématiques, mais il y avait un vocabulaire, un lexique, une explication de pouvoir beaucoup trop compliqué, alors que la force de Naruto, c'est qu'au début, c'est hyper accessible. C'est des ninjas, point. Il peut se multicloner, pas parce que c'est un ninja, il fait du chakra. Voilà, il a des kunai, il fait des missions, il y a des villages cachés de ninjas, point. Là, les samouraïs, tu ne comprends pas ce que c'est. C'est un énorme problème. Le monde est très... l'univers est très recherché, très construit, très riche, mais trop riche, trop mal introduit pour qu'on comprenne réellement de quoi est-ce qu'on veut nous parler. Et c'est pour ça, donc t'avais pas d'accroche. Alors il a voulu faire le délire, parce que il y a eu une époque, dans le Shonen Jump, il fallait faire du héros qui n'était pas seulement un outcast, qui n'était pas seulement un marginal, mais qui était un héros faible. Un héros marginalisé par sa faiblesse, c'est-à-dire pendant un moment qui avait un handicap en gros. Il y a eu My Hero Academia avec Deku, son handicap c'est qu'il n'a pas d'alter dans un monde où tout le monde a des alters. Donc ça lui donne un handicap, et ça fait de lui un marginal dans cette société, et ça le met en contradiction avec le rêve qu'il avait, qui était d'être le nouvel All Might, d'être un héros comme All Might. Mais il n'avait pas d'alter. Là c'est un peu pareil, le gars rêve d'être un samouraï, mais il est faible, il a un vrai corps humain, il est obligé d'être branché avec une machine H24, voilà, il pourra jamais être un combattant, il pourra jamais être un aventurier, et c'est tout le tragique. Et, par un heureux hasard, il se retrouve à devenir un samouraï avec un corps cybernétique et tout ça. Voilà. Et du coup, c'est intéressant, mais il y a un gros problème aussi, c'est que c'est un robot, en fait, le héros. Moi j'ai toujours un problème avec les personnages qui sont un peu cybernétiques comme ça pour en faire vraiment les héros, parce que, surtout dans un shonen, parce que le gars en fait tu lui coupes un bras, c'est pas grave, il va se réparer, tu vois ce que je veux dire? Il a une grosse blessure, c'est pas grave, il suffit de le réparer.
Alors que dans Naruto, quand il a une grosse blessure ou qu'il y a un bras qui est coupé, tu fais oh merde. Bon, il va sûrement y avoir une technique ninja pour le reposer, mais tu sais tout de suite que là, il y a un vrai danger de mort si tu veux. Alors que quand le gars, tant que son noyau d'âme n'est pas touché et qu'il peut changer de corps et machin, tu te dis bah tu t'en bats un peu les couilles de ce qui se passe dans le combat finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment le système de pouvoir était méga complexe pour pas grand chose. Voilà, fais des katanas laser et arrête de casser les couilles avec tes trucs de repos cybernétique et ta truc de oui il faut une princesse et machin, il faut une boîte et bidule. Voilà. Samurai 8 n'a pas marché parce qu'il n'a pas réussi à atteindre la simplicité, l'accessibilité et l'universalité des thèmes et de l'univers de Naruto. Alors, je dis pas qu'il fallait forcément faire un truc à la Naruto, mais vu qu'on doit comparer de succès, voilà, c'est que même pour un shonen classique, c'était pas bon parce que ce n'était pas accessible. C'est pas normal qu'arrivé à la fin, tu sais toujours pas c'est quoi un samouraï. Quand ton truc s'appelle Samurai 8 et que tu sais pas c'est quoi un samouraï, précisément, je mets au défi quiconque de venir me dire c'est quoi un samouraï. Je peux te dire c'est quoi un samouraï dans Kenshin, je peux te dire c'est quoi un samouraï, si tu veux. Mais dans Samurai 8, le concept de samouraï est beaucoup trop compliqué. Voilà, c'est pour ça, pour moi, que... D'ailleurs, à l'époque, je faisais des reviews des chapitres de Samurai 8, et je disais ça à chaque fois. Putain, mais je comprends rien au concept des samouraïs. Donc voilà, Samurai 8, c'est un des plus gros bids d'un mangaka connu, à ce jour, je trouve. Parce que ça a été mal pensé, je trouve. Voilà, le concept a pris le pas sur ce qu'on voulait raconter, et c'est une erreur, je trouve, de débutant de faire un univers comme ça pour un début de shonen. Ça aurait dû être beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Voilà. Bref, voilà les différents exemples que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Moi je trouve que c'est un sujet intéressant de voir des mangaka qui ont connu la gloire bider juste à côté après. Ça montre que le monde du Weekly Shonen Jump particulièrement est un monde ultra sélectif, ultra compétitif, et c'est pas parce que t'as vendu 300 millions de volumes que ta prochaine série, le public en voudra. Voilà, c'est ultra compétitif, c'est ultra cruel, mais c'est super intéressant d'essayer de voir pourquoi on peut passer du top au flop dans le monde du manga. Voilà. Si vous avez d'autres exemples à me présenter, je vous laisse le soin de me dire dans les commentaires. On pourra peut-être faire un deuxième numéro de ce format, pourquoi pas. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt sur le Chef Otaku pour de nouvelles vidéos. Ouais.